4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver pour le 63e épisode de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016 au mois d'octobre 2009 et forcément aujourd'hui vous l'imaginez, le booking intégral du 10e mois de l'année. J'ai pris la liberté en off de satisfaire quelques petits moral issues de certains membres de notre personnel, histoire quelque part de régler les conflits, d'apaiser les esprits et bien évidemment continuer à garder une grosse cohésion backstage. On s'était laissé lors du dernier épisode il y a un peu plus d'une semaine sur le dernier show du mois de septembre 2009, on le rappelle, avec Kevin Steen qui avait défait Ramy CBI pour le titre intercontinental, un 82 de rating, un titre intercontinental qui clairement est le titre le plus prestigieux de notre compagnie au moment où on se parle, et derrière bien évidemment après ce succès de Kevin Steen sur Ramy CBI qui clairement enterre l'âge de guerre, on a convenu avec Colt Cabana d'un match entre bien évidemment l'ancien champion intercontinental et l'actuel Kevin Steen pour le titre qui, on le rappelle, à la base était le titre principal de Rampage quand ce show existait encore au sein de notre All Elite Wrestling. Voilà, on a fait le tour, on va pouvoir tranquillement aller dans les backstage, régler des incidents si bien sûr il y en a, pas d'incidents backstage. Toujours Michelle McCool qui, on le rappelle, en maternité, congé maternité, elle va mettre au monde son enfant dans les prochaines semaines. Jay Briscoe qui s'entraîne à un combat de MMA et on va essayer de faire de l'argent, oui, d'abord, dans un premier temps, en allant dans le Midwest région, on est le plus populaire. Je boucle le show de mon côté, on en parle juste après, ne bougez pas. Nous sommes au SD Watches Arena devant 7511 pèlerins présents dans les gradins dans cette fameuse région du Midwest. Là on est le plus populaire et nous démarrons avec un solide 82 qui permet de lancer comme il se doit ce premier Dynamite du mois d'octobre 2009 avec des protagonistes bien connus de notre All Elite Wrestling présents dans ce segment d'ouverture, à commencer par les gentlemen presque au complet à l'exception de Tyler Black, l'actuel champion TNT qui n'est pas présent à l'écran. Maryse qui arrive accompagné de Claudio Castagnoli et de Bobby Roode, les champions du monde par équipe de la fédération. D'ailleurs bras dessus bras dessous avec Bobby Roode, l'ancien double champion TNT. Maryse qui apparemment a créé une relation privilégiée avec Bobby Roode, avec qui elle ne clique pas quand elle le manage. Segment un peu malaisant, mais in kayfabe dans notre réalité virtuelle, elle semble être en couple avec la moitié des champions par équipe, comme quoi elle s'est très vite remise de la fin de sa relation avec Travis Fimmel. Et puis Ric Flair est aussi présent bien évidemment, l'actuel champion du monde de la All Elite Wrestling qui a pris la place de Kevin Nash en tant que leader de ce clan. Ric Flair, on le sait, il a fait une défense de titre face à Brandon Tomaselli il y a quelques semaines, histoire de faire une première défense de son championnat qui est désormais extrêmement prestigieux parce qu'il est sur ses épaules. Et Ric Flair va prendre le micro et s'adresser à Chris Benoit par rapport à ses dires de la semaine dernière. Et oui, lors du dernier show de notre dernière vidéo, Chris Benoit avait dit qu'il y avait mérite et mérite, challenger et challenger, et que par rapport à la clause qu'il y avait dans son contrat en tant qu'ancien champion, Chris Benoit devait être le prochain à recevoir un match de championnat. Et Ric Flair ne voit pas d'inconvénient à l'idée de donner une opportunité à Chris Benoit parce que oui, de une, il sait qu'il peut le battre, il le rappelle au public, et puis aussi parce que quelque part, c'est présent dans sa clause. Ce rematch, mais Chris Benoit ne mérite pas d'être dans le même ring que
que Ric Flair, le Nighter Boy, clairement Ric Flair est trop classieux pour se retrouver comme ça dans un match de championnat face à Chris Benoit qui ressemble trop à monsieur et madame tout le monde d'un point de vue physique, d'un point de vue caractère, d'un point de vue personnalité et puis surtout d'un point de vue de l'odeur aussi, c'est assez similaire. Il se fait balancer, vous l'imaginez, des pots de fleurs et des tomates, mais Ric Flair n'en oublie pas de respecter sa parole. Il va donner un match de championnat à Chris Benoit, mais pour pimenter le tout, il va proposer à Chris Benoit un match de soumission histoire pour Ric Flair qui se pose en tant que nouveau leader du clan des Gentlemen initialement créé par Kevin Nash de réussir là où Kevin Nash avait échoué, c'est-à-dire à battre Chris Benoit dans un match de soumission. Ric Flair, forcément, vous l'imaginez, il est très confiant parce que Ric Flair, c'est le roi des Figure 4 Leg Lock. Il a gagné énormément de matchs dans sa carrière grâce à cette prise de soumission et forcément, il est très confiant à l'idée d'affronter Chris Benoit dans ce genre de stipulation. Chris Benoit qui va se ramener, Chris Benoit qui va officialiser d'une poignée de main très fraîche et très peu franche ce match de championnat face à Ric Flair avec la stipulation du submission match, tout en mentionnant quand même à Ric Flair qu'il va falloir qu'il ne le prenne pas de haut parce que Chris Benoit, il a quand même fait taper Kevin Nash, un ancien double champion du monde ici, qui était, selon lui, bien plus méritant que Ric Flair, c'est dire. Seulement, tout ce beau monde va se faire interrompre par Samoa Joe, qui va tout simplement foutre le bordel dans ce segment et qui va rabattre totalement les cartes parce que oui, Samoa Joe rappelle qu'il n'est pas seulement The King of Hardcore, il est également The Samoan Submission Machine, un nom qu'il a réussi à obtenir au fur et à mesure des semaines, des mois et des années parce qu'il a remporté énormément de matchs grâce à son coquine, la clutch. Et Samoa Joe, il est sur un momentum extrêmement positif, il reste sur 10 victoires de rang en singles competition, la dernière très marquante bien évidemment face à Doug Williams lors du dernier pay-per-view Bash at the Beach où il avait fait bien évidemment qu'une bouchée de l'anglois dans un last man standing. Et Samoa Joe, il veut en être dans ce match de championnat. Et Chris Benoit, il ne voit aucun inconvénient à l'idée de laisser Samoa Joe se mettre dans son rematch parce que Samoa Joe le mérite. Samoa Joe a un momentum et ça fait un petit peu sourire Chris Benoit de voir que Ric Flair n'est pas autant enthousiaste que lui. D'ailleurs, il va un petit peu titiller Ric Flair à ce propos, l'air de dire alors, lui t'as l'air d'être impressionné, moi pas du tout, mais lui ça te pose problème, qu'est-ce qui se passe? Et Ric Flair, il se fait chahuter par le public et il en vient à trouver un arrangement avec Samoa Joe. Ok, tu peux m'affronter, tu peux faire partie de ce match, mais uniquement si tu bats Tyler Black ce soir dans le main event. Ric Flair qui apparemment a très bien improvisé, la gimmick de Bobby Roode est un peu stale, Samoa Joe a bien performé dans ce segment, ça part super bien ce show, sur de très bonnes bases, la storyline Young Wolves Gentlemen gagne de la hit et la storyline Chris Benoit contre le Nighter Boy avance avec ce segment. Derrière, première action de la soirée, Lacey qui fait face à Serena Deeb, match pas forcément extraordinaire, un petit peu de hit quand même, 7 minutes 02 de combat, victoire via l'implant DDT de Lacey avec une performance de 49 pour l'ancienne double championne TBS et seulement de 28 pour Serena Deeb. À l'issue donc de cette victoire, Lacey va interpeller dans une promo qui fait quand même 66, ça me rassure sur la popularité des deux filles et surtout sur leur capacité au micro. Lacey qui va interpeller Reign sur le fait qu'elle a dans son contrat, c'est dans sa clause, un rematch pour le championnat TBS parce que oui, c'est l'ancienne championne. Et Lacey, elle veut ce match dans les plus brefs délais parce qu'elle a quand même du momentum, elle vient de battre Serena Deeb et puis surtout elle est arrivée des épaules de Reign dans un match par équipe il y a quelques semaines, même si elle ne fait pas référence à cette main qui a retenu le calbar. Et Lacey, pour terminer le tout et terminer de se foutre complètement de la gueule de Reign, lui propose d'arrêter de vouloir éventuellement unifier les titres TBS et World féminin avec cette nouvelle lubie qui lui est passée par la tête, éventuellement de battre Jetta, chose que Lacey ne croit absolument pas capable de faire Reign, et Lacey lui demande donc de se concentrer sur ce qui paraît être la suite logique, c'est-à-dire le retour de Lacey pour un match de championnat et surtout un troisième Reign de sa personne, après finalement sa victoire qu'elle obtiendra très rapidement face à son ex-meilleur ami. Reign, qui ne se démonte pas, va tout simplement proposer un match de championnat et le rematch de Lacey la semaine prochaine,
qui est bien évidemment accepté, vous l'imaginez. Ken Anderson et Chris Hero qui font face à Jonathan Fatou et Joshua Fatou, les Fatou Brothers. Match terrible sur le papier, mais on va continuer à y donner de momentum à nos frères Fatou qu'on essaye de monter. 8 minutes 26 de combat, Joshua Fatou qui défait Chris Hero via pinfall et un roll-up. Voilà, welcome to the roll-up zone, ça protège un petit peu Chris Hero, mais qui a quand même fait la gueule, on va pas se cacher, de perdre comme ça contre les frères Fatou, alors que les frères Fatou c'est personne dans le milieu. Jonathan Fatou qui fait 30, Joshua qui fait 31, 34 pour Ken Anderson, 36 meilleure performance à mettre au crédit de Chris Hero, c'est peut-être pour ça qu'il a gueulé. Victoire des frères Fatou. À l'issue de ce match victorieux, des frères Fatou, les Rotten Brothers vont venir confronter ces deux garçons qui les avaient battus dans un match par équipe il y a quelques semaines avec le petit Welcome to the Roll-Up Zone, le petit paquet Axel Rotten et Yann Rotten. Ils aimeraient bien les challenger dans un match hardcore, seulement désormais les droits TV ne leur permettent plus de faire des matchs hardcore. Et bon, on est sur une chaîne un petit peu sensible, chaîne PG, ça shoot un petit peu d'ailleurs les choix de Paul Heyman d'avoir signé avec ce diffuseur, mais ils challenge quand même parce qu'ils ont un petit peu gros sur la patate et ils l'ont encore en travers de la gorge. Cette défaite, Joshua Fatou et Jonathan Fatou, les frères Fatou, à un match 2 out 3 falls pour voir quelle équipe est la meilleure. Voilà, c'est accepté, ça fait 36. Renamero qui derrière va s'asseoir avec Jetta backstage et Renamero va tout simplement vouloir les dernières impressions de Jetta quant à sa première partie de règne et surtout quant à cette rivalité qui s'est engagée avec Rebecca Knox qui semble être partie sur des bases un peu personnelles. Et Jetta se dit très heureuse d'avoir d'abord fait son retour au sein de la All Elite Wrestling, certes sous un accueil auquel elle ne s'attendait pas, mais heureuse de retrouver la compétition. Et puis surtout, elle est heureuse d'avoir fait à nouveau équipe avec, quelque part ses compatriotes. Oui, Sheamus, Drew Galloway, Doug Williams, ce sont des Britanniques. Et c'est bien de se serrer les coudes quand on sait qu'aux États-Unis, on n'aime pas les étrangers. Il y a pas mal de racisme, elle en fait d'ailleurs mention dans cette interview. Et Jetta, elle est très contente d'avoir trouvé des compatriotes pour se serrer les coudes, s'apprécier et puis surtout se tirer vers le haut. Et puis Jetta, elle est très confiante par rapport à son futur match face à Rebecca Knox parce qu'elle reste quand même sur 2 victoires de rang face à l'ancienne championne donc de la All Elite Wrestling et ancienne championne TBS, puisque oui, il l'a battue pour prendre le titre. Et puis surtout dans un match Tag Team Competition il y a quelques semaines, elle a réussi aussi à prendre la victoire. Et Made in UK, vous l'imaginez avec ce segment, avance sans gagner de hit. Colt Cabana face à Kevin Steen, écoute, c'est le match Steal the Show de la soirée pour le titre intercontinental, match superbe dans les faits. Kevin Steen qui défait Colt Cabana en 18 minutes 12 via le package Speed Driver, défense numéro 2 du titre intercontinental, victoire parfaitement clean de Kevin Steen sans suspense. Kevin Steen qui fait un 71, Colt Cabana un 78, très bon match que j'ai mis en Steal the Show. Est-ce que ça va le voler? On va voir avec le main event qui arrive assez prochainement. Ted DiBiase Jr. et son père, le $1 million man, qui va venir interrompre la pseudo-célébration de Kevin Steen dans le ring. Ted DiBiase Jr. qui va s'insurger du fait que Kevin Steen soit champion, du fait que la All Elite Wrestling, depuis qu'il soit arrivé à Dynamite, ne lui donne pas l'importance qu'il doit avoir. S'insurger également de la manière dont il a perdu son titre intercontinental. Ted DiBiase Jr. il part du principe que Kevin Steen, ce n'est pas bon pour le business, ce n'est pas bon pour l'image de marque du titre intercontinental dont il a été le détenteur et le plus grand champion de l'histoire. Parce que Kevin Steen c'est un mec vulgaire, c'est un mec qui est également très peu télégénique parce que oui, il n'a pas un physique d'Apollon. Et Ted DiBiase Jr. il veut tout simplement une opportunité au titre de Kevin Steen pour lui reprendre ce titre et devenir double champion intercontinental. Sauf que Cody Rhodes va intervenir, ça va se crêper le chignon avec Ted DiBiase Jr. parce que vous savez qu'il y a quand même une histoire entre les deux. Cody Rhodes va revenir sur la jalousie de Ted DiBiase Jr. à son encontre quand son père l'avait choisi lui plutôt que sa progéniture. Et Cody Rhodes, il rappelle qu'il a fait équipe avec Kevin Steen il y a quelques semaines dans un match par équipe, qu'il est ressorti victorieux. Et Cody Rhodes, rien que pour ça, il prétend qu'il mérite un match de championnat. Et Kevin Steen, il voit que ça se crêpe le chignon entre Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes, il finit par couper tout le monde en annonçant que la semaine prochaine, il leur offrirait à tous les deux dans un triple threat match, un match de championnat intercontinental. Ted DiBiase Jr. Qui a été bon, Cody Rhodes qui apparemment n'a pas été super pour improviser, Don Callis qui a bien relevé le niveau, Kevin Steen toujours autant à l'aise. Bref, ça coule de source.
George Frankenstein, juste avant le main event tant attendu entre Samoa Joe et Tyler Black, qui fait un petit striptease histoire de calmer les esprits. Et ce main event nous fait un 81 de rating, comme quoi ce match entre Colt Cabana et Kevin Steen n'aura pas volé le show, puisqu'on en fait mieux dans ce main event. Match superbe sur le papier avec une grande hit, oui, énormément de catch. Samoa Joe face à Tyler Black, 14 minutes 06 de combat qui va se terminer avec un coquina clutch de Samoa Joe sur Tyler Black. On avait bien sûr à la table des commentateurs l'ami Ric Flair qui était présent. Il faut savoir que durant ce match, il y a eu pas mal d'interventions. Bobby Roode est venu distraire Samoa Joe, tout comme Claudio Castagnoli. Chris Benoit est venu distraire Tyler Black et Nick Nemeth pour équilibrer les forces. Nick Nemeth, qui devrait challenger très prochainement Tyler Black, va permettre à Samoa Joe, dans cette confusion et ce chaos général, d'appliquer son coquina clutch et de faire taper Tyler Black. Le titre n'était pas en jeu, 81 de rating, et Samoa Joe, sur ce 77 global qui nous permet de gagner de la popularité dans 16 régions, devient challenger numéro 1 et sera donc dans ce match de championnat qui va se transformer en triple threat. Le beau profil de Claudio Castagnoli, qu'on a déjà bien évidemment dans notre fédération, actuel champion du monde par équipe. Claudio Castagnoli, très bon worker, excellent worker, qui a fait des progrès d'ailleurs aussi au micro, il faut le souligner, alors que le jeu vient de bugger. Le jeu, qu'est-ce qui se passe ? Alors, des news. Chris Hero qui se plaint de son booking. Voilà, un momentum dans les chiottes. Il va lui falloir lui donner un peu de victoire pour regonfler son momentum. C'est pas vraiment prévu. 2.96 de TV rating. C'est un petit peu moins, bien évidemment, que la semaine dernière, mais quand même 2 221 000 viewers. Ça reste solide. James Storm reste à la All Elite Wrestling, c'était la grosse inconnue de la fin d'épisode dernier. Vous vous en souvenez, on était en train de négocier serré et on faisait partie des deux offres qu'il considérait sérieusement. Il nous a choisi, il a décidé de rester à la All Elite Wrestling avec un contrat de 20 000 $ par mois, 4 ans, bien évidemment, 20% par event, trajet non couvert, on bien sûr complète le contrat. James Storm reste à la All Elite Wrestling, c'est, je pense, la bonne nouvelle de ce début de vidéo. Nous sommes dans les backstage du deuxième Dynamite du mois d'octobre 2009 et vous le voyez, 100% de rating, mais surtout des incidents à traiter. Ça clignote rouge, on va tout de suite voir ce qu'il en est. Incident impliquant Natalya. Alors Natalya, normalement, ça devrait bien se passer. Apparemment, elle a mis tout le monde dans un bon mood parce qu'elle a priori cuisiné pour tout le monde et apporté des pancakes. Bref, merci Natalya, ça s'est plutôt bien passé, c'est un incident que je juge très positif. Katsushika Okada, lui aussi apparemment, a créé une atmosphère fun au sein des backstage puisqu'il a apporté de la boisson pour tout le monde. Et décidément, 7718 pèlerins OSD Watches Arena, un peu plus que la semaine dernière au même endroit si je ne dis pas de bêtises. Et nous démarrons avec un 82 de rating à nouveau, très solide pour démarrer les hostilités de ce deuxième Dynamite du mois d'octobre 2009 avec Ric Flair qui arrive vénère avec Claudio Castagnoli, Tyler Black et Maryse. Il prend le micro et Ric Flair se plaint de la situation de la semaine dernière parce que oui, la semaine passée, Tyler Black a perdu dans le main event. Samoa Joe est donc challenger numéro 1 et ce match de soumission qui était censé se faire en 1 contre 1, Ric Flair face à Chris Benoit, devient un triple threat. Ric Flair face à Chris Benoit, face à Samoa Joe, et pour ne rien arranger, Bobby Roode est également blessé parce que Bobby Roode, durant la confusion générale du main event, a été attaqué par Nick Nemeth et Nick Nemeth, a priori, a abîmé le nez de Bobby Roode. C'est bien sûr une blessure kayfabe, c'est juste pour justifier le fait que Bobby Roode ne soit pas présent à l'écran. Maryse qui est très inquiète, Ric Flair qui la rassure. Bref, Ric Flair, il a passé une mauvaise soirée la semaine dernière et ce soir, il veut redresser la barre. Et ça tombe bien parce que Chris Benoit arrive avec Samoa Joe et Nick Nemeth bras dessus bras dessous avec Barbara Keenan, et Chris Benoit annonce à Ric Flair que ce soir il aura l'occasion de faire briller sa team et de remettre l'église au milieu du village. J'allais faire un mauvais condensé de ce proverbe. Chris Benoit qui annonce à Ric Flair qu'il y aura un combat triple menace, un 3 contre 3 dans le main event. Ric Flair, Claudio Castagnoli et Tyler Black qui affronteront l'équipe composée de Chris Benoit, Samoa Joe et
de Nick Nemeth. Nick Nemeth tout sourire devant un Tyler Black assez frustré de voir Nick Nemeth rentrer dans l'équation en ce qui concerne son championnat TNT. Claudio Castagnoli qui voit sa gimmick être stale, il va peut-être falloir la tordre. Ric Flair qui a très bien improvisé, ça a été le cas aussi de Nick Nemeth. En revanche, Samoa Joe ça n'a pas été super, tout comme Chris Benoit, mais écoutez, les storylines avancent. Chris Benoit face The Nature Boy et même gagne de la hit en ce qui concerne la storyline World Wolf face aux Gentlemen et puis la TNT Worldwide qui bien sûr implique Tyler Black et l'ami Nick Nemeth a été mentionné et permet aussi d'avancer. Les Rotten Brothers qui font face aux frères Fatou. Il va falloir que je crée quand même cette équipe dans la base de données. Match pauvre dans les faits. 10 minutes de combat, 10 minutes 17. On a laissé un petit peu de temps format TV. Les Rotten Brothers qui vont défaire les frères Fatou dans ce 2 out 3 falls match avec 2 tombées d'affilée. Voilà, victoire très claire, très nette, très propre, sans bavure. Il n'y a pas eu de triche. Les Rotten Brothers étaient juste plus forts que les frères Fatou qui, on le rappelle, ont obtenu des victoires dans les matchs par équipe via des roll-up, via quelque part des petits coups de Trafalgar. Performance de 51 pour les frères Rotten et de 44 aussi pour le frère Alex et des performances de 31 pour les jumeaux Fatou. À l'issue de ce match, les frères Rotten vont s'en prendre aux frères Fatou et Kip et Beji James, les New Age Outlaws, vont venir faire le save. Rien de bien extraordinaire dans l'idée, mais ça permet aussi de remettre un petit peu dans l'équation de la division par équipe les New Age Outlaws, voilà, depuis leur échec bien évidemment pour devenir champion par équipe. La performance de Beji a été fantastique apparemment et la performance de Kip James a été excellente. Voilà, ça permet quand même de redresser la barre dans ce segment assez, voilà, assez moyen. 54, c'est pas non plus top. À l'issue de la coupure publicitaire, on retrouve dans les backstage Rena Mero qui est accompagnée de Ted DiBiase Jr. et de Ted DiBiase Sr., le $1 million man, bien évidemment, le padré de l'ancien champion intercontinental. Et Ted DiBiase Jr., il est prêt à devenir champion intercontinental. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas été aussi bien traité, ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu cette opportunité. Depuis qu'il est à Dynamite, tout le monde se fout de sa gueule, on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues, mais il a compris pourquoi, parce qu'il était quelqu'un d'important, quelqu'un qui gênait, voilà, trop de charisme, trop bon dans un ring, enfin bref, Ted DiBiase Jr. qui se plaint, Ted DiBiase Jr. qui en fait des caisses, et ce soir il va devenir champion intercontinental pour la deuxième fois. On sera forcé de reconnaître son talent. Voilà, il fait mention bien évidemment de Kevin Steen et de Cody Rhodes dans ce segment. Ted DiBiase Jr. qui n'a pas été bon pour aller en dehors du script, mais voilà, il y a quand même des choses assez intéressantes avec un Ted DiBiase Senior qui sort de ce segment plutôt excellent, même s'il va falloir commencer à retravailler les gimmicks parce qu'elles ont tendance à style un peu. Jetta face à Rebecca Knox, c'est, on le rappelle, le match de championnat pour Rebecca Knox, pour éventuellement devenir championne une nouvelle fois, match décent dans les faits, 67 de rating, performance de Jetta de 71 quand même, 71 ça fait quand même écho, 52 seulement entre guillemets pour Rebecca Knox, une performance rating globale de 67, et ça va se terminer via un draw entre Jetta et Rebecca Knox quand le temps limite va être expiré. Il faut savoir que durant ce match, alors que Rebecca Knox était à 2 doigts de gagner, elle a été distraite par Sheamus et Drew Galloway qui sont venus distraire l'arbitre, qui sont venus aussi tirer le pied de Rebecca Knox, et alors que Rebecca Knox avait tout pour gagner, avant que l'arbitre ait eu le temps de faire le troisième compte, on a annoncé que la temps limite avait été expirée. Rebecca Knox qui s'est fait donc avoir par ses compatriotes qui ne lui veulent pas que du bien, puisque oui, il défend les intérêts de Jetta qui conserve son titre de manière un petit peu cheap dans l'idée. Mike Mizanin et Travis Hummel que l'on retrouve backstage. Mike Mizanin, il demande à Travis Hummel de se détendre, de prendre du bon temps, d'oublier Maryse qui a fait le deuil de sa relation avec Travis Hummel, qui est désormais avec Bobby Roode, voilà, qui va prendre soin du nez de Bobby Roode. Mike Mizanin lui dit, écoute, voilà, elle t'a oublié, tu devrais en faire autant, c'est pas facile pour Travis Hummel. Il lui répète aussi Mike Mizanin qui sont bien placés dans la course par équipe, qu'ils ont repris du momentum ces dernières semaines, qu'ils accumulent les victoires, qu'ils vont bientôt avoir leur rematch, c'est qu'une question de temps, une question de semaine, une question de mois, et que là ils doivent simplement prendre du bon temps avec George Frankenstein, Brooke Adams, Talia Madison. C'est un petit segment sex appeal sympa, et ça permet aux Young Wolves de prendre du bon temps, voilà. Mike Mizanin qui n'a pas été très bon pour improviser dans le dialogue, mais ça reste quand même assez intéressant, un petit segment gentillet, ça permet à la storyline d'avancer, mais aussi ça perd un poil de hit. Ted DiBiase Jr. face à Kevin Steen, face à Cody Rhodes. Et écoute, je suis déçu quand même de ce match, je m'attendais tellement à mieux. 68 de rating, c'est pas franchement pour me plaire, avec des performances dégueulasses de Ted DiBiase Jr. 49 seulement, et de 50
pour Cody Rhodes. Je suis très déçu des performances de ces deux garçons. Est-ce que c'est aussi parce qu'on est dans un triple threat et qu'ils n'ont pas l'habitude d'en faire? J'en sais rien. En tout cas, match décent sur le papier, 13 minutes 16 de combat. On a laissé un match quand même compétitif, mais pas trop, histoire que ce soit quand même format télé et que dans l'idée, il y ait une victoire impactante de Kevin Steen qui conserve bien évidemment son championnat après un package pit driver sur Ted DiBiase Jr. Pas mal de misco entre Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes qui se sont pris la tête. Et défense numéro 3 du titre intercontinental de Kevin Steen qui a porté bien évidemment le match en termes de performance. Lacey Von Erich qui fait son petit striptease avant le main event, segment léger, avant ce 3 contre 3 des familles qui nous fait seulement un 80. J'imagine que Ric Flair fait baisser la prestation globale. Voilà, Ric Flair 46 seulement. Tyler Black 69. 73 pour Claudio Castagnoli, 85 pour Samoa Joe, 65 pour Nick Nemeth, ça commence à ressembler à quelque chose, 80 pour l'ami Chris Benoit. Match avec une grande 8 et du bon catch, 17 minutes 12 de combat qui va avoir la victoire des Face après que Samoa Joe ait défait Tyler Black via soumission avec le coquille à clutch sous les yeux de Ric Flair, impuissant. Voilà, Samoa Joe qui resoumet une nouvelle fois Tyler Black, ce qui fait bien plaisir à Nick Nemeth qui sera le prochain challenger numéro 1, on l'a compris, au titre TNT. La storyline d'ailleurs TNT Worldwide avance grâce à ce segment, tout comme la storyline Chris Benoit face The Nature Boy. Et on fait un bon 76 de rating, même si c'est un poil moins bien quand même que le show précédent. Voilà, bon, ça peut arriver. Alors qu'on a le beau profil d'Harlem Bravado, qui apparemment s'est lancé dans le catch professionnel par équipe. Voilà, avec son frère Lance, les Bravado Brothers. Ça devait être joli à regarder, ça tient d'ailleurs. Jericho qui a perdu apparemment un combat de MMA. Bah écoute, pourquoi pas, voilà, comme Bryan Danielson, on n'a que des losers dans notre équipe. Kill James nous dit que Joshua Fatu ne connecte pas avec les fans, enfin c'est même pas qu'il connecte pas, c'est qu'il n'a pas le truc, il va falloir le résilier. Toujours très sympa, les vétérans. Et 3.08 de TV rating, je pense que ça va être beaucoup mieux que la semaine dernière. La semaine dernière, on avait fait 2.96, 3.08, 2 316 000 viewers. Voilà, ça reste extrêmement correct, en pleine progression, alors qu'on est en négociation aussi avec Bobby Billard, que l'on va conserver pour une année de plus. Je rends le contrat officiel, ça nous permet de garder du sex appeal au sein de la fédération. Je suis aussi en contrat de négociation avec Jay Briscoe, puisque Marc a déjà prolongé, et Tanya Madison, histoire qu'on continue à avoir des filles capables de nous faire des petits segments sex appeal sans prétention aucune. Le contrat de Colt Cabana qui arrive bientôt à expiration au sein de la All Elite Wrestling. C'est certainement la signature de contrat la plus importante depuis le début de cet épisode. Oui, il faut impérativement qu'on prolonge Colt Cabana. Alors, je vais pas le signer parce que j'ai pas pour l'instant d'intérêt particulier à le faire. En revanche, je vais lui proposer 2500 € par apparence, 2500 $, avec une side à 2350 sur 2 ans, histoire quand même de se le sécuriser en accord verbal. Et bien sûr, tout ça non couvert. Je rends le contrat officiel et Colt Cabana bien sûr va nous recontacter dans les plus brefs délais, alors que j'ai vu qu'au-delà de ça il y avait aussi apparemment un pay request pour Joshua Fatu qui ne se sent plus pissé. Bon bah écoute, je vais lui donner 75%. Voilà, de ce qu'il me demande, c'est déjà une belle augmentation, surtout par rapport à ses prestations. De retour dans les backstage d'AEW Dynamite, troisième du nom en ce mois d'octobre 2009, toujours 100% de rating dans les backstage, mais à nouveau des incidents, ça clignote rouge. On va tout de suite voir ce qu'il en est en espérant que ce soit des incidents positifs, ça je ne crois pas. Tyler Black apparemment a été un connard backstage et a commencé à s'en prendre à Steve Austin. Et forcément derrière il y a eu un combat entre les deux, c'est devenu physique, il va falloir que je deal avec la situation, c'est Stern Warning. Voilà, je lui donne un dernier avertissement à l'ami Tyler Black, t'arrêtes de faire le con, tu ne t'en prends pas à Steve Austin, rien ne résulte de cet incident. Voilà, Steve Austin n'a pas fait la gueule parce que c'était tout soft, et Tyler Black n'a pas trouvé ça trop dur. Très bien, magnifique, j'ai bien réagi. C'est très rare quand j'arrive à trouver le bon compromis. Vito Tomazzoli, ça c'est un peu plus positif, qui apparemment a amené du fun dans le locker room, puisqu'il a amené là aussi, tout comme Katsushika Okada la semaine dernière, de la boisson pour tout le monde. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'alcool. Après, il y a peut-être des garçons comme Terry Funk qui vont apprécier, mais doucement, avec modération, comme toujours. Nous sommes au KS London Arena, KS Expo Centre, un nom à coucher dehors avec un billet de logement dans la région du Mitsou, où on est très populaire, on témoigne l'affluence dans les gradins, 7120
225 pèlerins présents dans cette arena, un 87 de rating, une note bien verte pour démarrer les hostilités de ce troisième Dynamite du mois d'octobre 2009 avec Chris Benoit qui est le premier homme à arriver dans le ring. Il est totalement seul, en tenue civile, micro à la main, et il nous explique que ces dernières semaines, il s'est délecté de ce qui s'est passé. D'abord, l'officialisation de son rematch face à Ric Flair dans un match de soumission. Ce match de soumission, il les connaît, il les apprécie, il est toujours très performant. Et puis surtout la semaine dernière, dans un 3 contre 3 où il faisait équipe avec Samoa Joe et Nick Nemeth, il a réussi à battre, même si c'est par procuration, l'équipe composée du champion et de ses sbires grâce à Samoa Joe qui a appliqué le coquina clutch sur Tyler Black pour le faire taper. Et forcément, il se délecte des récents déboires de Ric Flair qui était un petit peu sur son nuage et qui peut-être redescendu d'un étage, lui qui prenait tout le monde de haut. Malgré toutes ces belles choses qui est arrivé à Chris Benoit, une mauvaise nouvelle va venir entacher le tableau. Chris Benoit s'est blessé la semaine dernière durant le combat, pas une grosse blessure, mais la durée de convalescence est quand même assez importante. Il ne pourra pas challenger Ric Flair dans les prochaines semaines et donc honorer son rematch, ce qui forcément va faire venir Ric Flair qui est tout content, qui va chambrer Chris Benoit en lui disant malgré tout ce qui t'arrive de positif, malgré les victoires que tu enchaînes, tu n'as plus la ceinture sur l'épaule et surtout tu n'es plaquillarde, alors que moi, Ric Flair, je suis classieux, je suis champion, j'ai cette ceinture sur l'épaule qui a été tienne pas très longtemps et puis je suis toujours apte bien évidemment pour des combats, alors que toi, finalement, tu ne pourras pas m'affronter. Sauf que Ric Flair, dans son calcul, il a un petit peu oublié une chose, c'est que Samoa Joe est toujours présent et que Samoa Joe, lui, il est cleared. Et il lui rappelle, ok, Chris Benoit, il est pas là, mais ça veut dire que tu vas devoir me battre, m'appliquer une soumission et me faire taper. Est-ce que tu as pensé à ça dans ton équation? Est-ce que maintenant ça te fait sourire? Ric Flair, ce sourire, il l'a perdu. Ce sourire un peu narquois qui s'est dessiné sur son visage n'existe plus. Et Paul Heyman va venir quelque part un petit peu faire les affaires de Ric Flair, puisque Paul Heyman annonce, et ça va forcément faire plaisir au champion parce qu'il n'aura pas besoin d'appliquer cette soumission forcément à Samoa Joe, puisque Paul Heyman annonce que malgré la blessure de Chris Benoit, quelqu'un va prendre sa place parce qu'il veut que ce soit un triple threat. Voilà. Paul Heyman, il pense que c'est bien pour le business qui dit un triple threat, ce qui forcément ravit Ric Flair. Ric Flair va enchaîner en disant, parce que là aussi une bonne nouvelle en amène une autre, que ce soir, dans le main event, il attend malgré tout l'équipe composée de Nick Nemeth, parce que oui, ce soir, Ric Flair va faire équipe avec Tyler Black et était censé affronter l'ami Nick Nemeth avec Chris Benoit, mais la blessure de Chris Benoit, forcément, ça va rabattre les cartes et il se verrait bien Ric Flair faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire humilier encore un peu plus Chris Benoit et puis évacuer de la course au titre à TNT Nick Nemeth éventuellement pour protéger les intérêts de Tyler Black. Paul Heyman annonce à Chris Benoit et bien sûr par procuration à Nick Nemeth que ce match dans le main event est toujours d'actualité. 87 de rating. Énorme performance de Chris Benoit, énorme performance également de Samoa Joe, tout au contraire de Ric Flair. La storyline avance, gagne de la hit, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les New Age Outlaws, qui après avoir sauvé bien évidemment les Fatu Brothers des Rotten Brothers la semaine dernière, vont affronter dans un 2 out 3 falls match les Rotten Brothers, match 11 minutes 14, format TV, on laisse un petit peu de temps, mais dans les victoires impactantes des New Age Outlaws qui vont gagner en 11 minutes 14 ce match avec 2 tombées d'affilée. Totalement clean, franchement, il s'est rien passé. Victoire qui souffre d'aucune contestation. Beji qui fait une performance de 83, 75 pour Kip et 40 et 44 pour Yann et Axel Rotten. À l'issue de ce match, Doug Williams va venir couper les New Age Outlaws avec ses sbires Drew Galloway et Sheamus en disant que Kip James et Beji James ils faisaient un catch assez moyen, assez ancien, bref, ancienne génération, que c'était pas très impressionnant, que c'était pas très divertissant et que quelque part ces deux-là feraient mieux de prendre leur retraite parce que c'est tout ce qu'on n'a pas envie de voir dans un ring. Kip et Beji James qui sont à fleur de peau, notamment Beji depuis qu'il n'a pas réussi à reprendre les titres des mains des Gentlemen qui sont beaucoup foutus de leur gueule. Beji annonce à Doug Williams que la seule chose que les gens ont véritablement envie de voir, c'est Kip et lui en train de botter le cul de Drew Galloway et Sheamus, ces Anglois qui ne sont pas les bienvenus sur le territoire américain. Voilà. Fait de la pop, 56 de rating, ça vaut ce que ça vaut. Derrière, on retrouve Rey Namero après la coupure publicitaire qui tente
d'interviewer Ted DiBiase Jr. avec son padré. Sauf que Don Callis, Cody Rhodes sont venus couper cet élan. On se crêpe un peu le chignon, on se reproche mutuellement la défaite. Ted DiBiase qui dit voilà, j'étais censé avoir un match one-on-one, t'es arrivé alors que j'avais obtenu mon match de championnat. Ah là là, Cody Rhodes qui lui t'a pris le tombé. C'est moi qui devrais avoir le match de championnat. Et Paul Heyman va calmer tout le monde en annonçant que ce soir, un peu plus tard dans le show, Cody Rhodes et Ted DiBiase Jr. vont s'affronter pour déterminer un nouveau challenger numéro 1 au titre intercontinental détenu par Kevin Steen, qu'on ne verra pas durant cet épisode. Tout s'est plutôt bien passé durant ce segment. Derrière, Jetta et Lacey ainsi que Lisa Marie Varon vont faire face à l'équipe composée de Rebecca Knox, Reign et AJ Lee. Parce que oui, on le sait, il y a quand même de la tension. Jetta, elle a conservé sa ceinture face à Rebecca Knox dans un timing draw avec des interventions de Sheamus, de Drew Galloway qui n'ont pas permis à Rebecca Knox, alors qu'elle avait l'avantage de prendre le titre et donc de devenir double championne du monde. Et puis Lacey, elle était censée affronter Reign quand même il y a déjà quelques semaines et malheureusement elle n'a pas eu son rematch. Donc elle est un petit peu frustrée, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'animosité et vous imaginez qu'on va le ressentir dans ce match. Et d'ailleurs après 10 minutes 44, ça va se terminer par double disqualification parce que l'arbitre perd complètement le contrôle. Rebecca Knox, elle s'en prend à Jetta, Lacey, elle s'en prend à Reign et puis Lisa Marie Varon et Gilly, elle finit par faire de même en se crêpant le chignon. L'arbitre perd complètement le contrôle du match et ça fait une double disqualification. Et puis on va balancer la coupure publicitaire lorsque toutes ces filles sont en train de se mettre sur la gueule. Performance de 57 de Lisa Marie Varon, de 45 de Lacey, 71 de Jetta, qui est quand même largement au-dessus. Et Gilly fait un 34, 44 de Reign et un 58 de Rebecca Knox. Made in UK avance avec ce segment sans pour autant gagner de hits. Chris Hero qui fait face à Katsushika Okada. Katsushika Okada, si je ne dis pas de bêtises, qu'on n'avait pas vu depuis sa défaite face à Tyler Black, qui est en action et qui va battre Chris Hero, bien sûr, en 6 minutes 42, avec d'ailleurs un finisher qui n'est pas mentionné, mais en tout cas, match décent sur le papier, même si pas beaucoup de hits. 75 quand même de performance in ring de Katsushika Okada, seulement 27 de Chris Hero qui est à la ramasse totale. Rena Mero qui va interviewer Samoa Joe dans les backstage. On est de retour de publicité et Rena Mero nous demande surtout à Samoa Joe si ça change quelque chose pour lui d'avoir un remplacement à finalement Chris Benoit qui est blessé. Et Samoa Joe nous explique qu'il s'en fout. Il s'en fout complètement d'avoir un match de championnat en un contrat face à un autre adversaire dans un Fatal 4-Way ou dans un Six-Pack Challenge. Pour lui, ou même dans un ladder match, ça n'a aucune importance. Samoa Joe, il a un record extrêmement positif. Il reste sur 11 victoires d'affilée en singles competition. Il a un momentum de ouf, à plus savoir quoi en foutre. Lui, désormais, ce qu'il veut, c'est concrétiser et faire ce qu'il voulait faire depuis déjà un petit moment, depuis la création de cette All Elite Wrestling, devenir le vrai champion de la All Elite Wrestling, le vrai champion de la fédération de l'élite, parce qu'il part du principe que Ric Flair est une blague, malgré tous ses accomplissements passés. Voilà, 79 de rating, Samoa Joe, il fait le taf. Cody Rhodes face à Ted DiBiase Jr., ça fait 55 de rating, c'est très poucrave. Performance de 51 de Cody Rhodes, de 52 de Ted DiBiase Jr., du bon travail bien évidemment ringside de la part des différents managers, match décent sur le papier, 10 minutes 10 de combat qui va voir la victoire de Cody Rhodes via le Flying Crossbody et donc victoire complètement clean de le fils de l'American Dream, Dusty Rhodes, Cody Rhodes qui donc va devenir challenger numéro 1 au titre détenu par Kevin Steen, le championnat intercontinental. Et enfin, le main event, Tyler Black et Ric Flair qui font face à Nick Nemeth et un revenant, Bryan Danielson, qu'on n'avait pas vu depuis belle lurette. Et Bryan Danielson revient et fait équipe avec Nick Nemeth pour le plus grand bonheur des fans, lui qu'on avait quitté, et bien après ce combat de MMA qu'il a préparé et qu'il a perdu malheureusement Bryan Danielson comme Jay Briscoe, match avec une bonne hit et du décent catch. Bah oui, 15 minutes 59 de combat, presque 16 minutes, où on va voir la victoire des Face et Bryan Danielson qui va faire taper Tyler Black via le Castle Mutilation. En termes d'in-ring work, Bryan Danielson bien sûr a été au-dessus de tout le monde. Des performances de 80 pour Bryan Danielson, 58 seulement pour Nick Nemeth, 43 pour Ric Flair, c'est toujours aussi plus grave. Et Tyler Black, tiens, 71 quand même. Et la storyline TNT Worldwide avance et gagne de la hit. Bryan Danielson qui fait un retour tonitruant au sein de la compagnie. Et on fait un très bon 79 de rating, ce qui nous permet d'améliorer notre popularité dans les 17 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'on a le beau profil de Mark Dallas, qui apparemment est un garçon qui a travaillé pour la Insane Championship Wrestling. Je ne connais pas ce garçon,
peut-être faisait-il des choses intéressantes. TV rating de 3.00, très bien, pourquoi pas. Et Bryan Danielson qui nous dit que Katsushika Okada va devenir une star. Voilà, il va falloir le pusher. Au niveau du TV rating 3.00, ce qui signifie qu'on a fait 2 251 000 viewers via la chaîne de TV VWB, peut-être d'ailleurs Warner Bros, on ne sait pas. C'est un petit peu moins que la semaine dernière, d'ailleurs l'affluence a été un petit peu moins grande puisque évidemment on a fait le show dans le Midsouf, et d'ailleurs on terminera notre mois, spoiler alerte, dans cette même région du Midsouf, c'est vraiment d'ailleurs le fameux nom d'arène à coucher dehors avec un billet de logement, le KS London Arena, KS Expo Centre. J'ai jamais compris pourquoi on faisait des noms aussi longs, et surtout avec une tonalité aussi dégueulasse comme celle-là. Bref, voilà, chacun ses goûts, les goûts et couleurs, on sait que ça ne se discute pas, mais enfin quand même, c'est un peu fort de café. Nous sommes au TXG Rolly White Coliseum devant 7230 pèlerins présents dans les gradins dans cette arena du Midsouf. À n'en pas douter, c'est plein à craquer. 84 de rating pour démarrer les hostilités de ce dernier Dynamite du mois d'octobre 2009. Également dernier show de la vidéo. Toutes les bonnes choses ont une fin et Paul Heyman qui est le premier à arriver au centre du ring et qui nous demande d'accueillir un revenant nommé Bryan Danielson. Bryan Danielson ovationné par la foule. Bryan Danielson en tenue civile. Bryan Danielson, alors que mon casque micro est en train de se décharger, en espérant qu'il me laisse terminer cette séquence, Bryan Danielson qui va s'exprimer devant les caméras et devant cette foule venue en masse au TXG Rolly White Coliseum en nous disant que ça faisait plus de 10 mois qu'il n'avait pas bossé pour la All Elite Wrestling, 10 mois où Bryan Danielson a été loin des écrans, depuis finalement l'attaque de Cody Rhodes sur sa personne, après la perte des titres par équipe. Bryan Danielson, il a été touché bien sûr physiquement, mais surtout aussi dans son être, il a eu besoin de se remobiliser, de se recentrer sur lui-même et surtout de prendre part à de nouveaux défis. Le nouveau défi pour Bryan Danielson, ça a été un match de MMA. Il s'est préparé pendant des mois, alors malheureusement ça n'a pas porté ses fruits puisqu'il a perdu, mais Bryan Danielson, il reste que très rarement sur un échec. Bryan Danielson, c'est un combattant, un fighting, et il a envie quelque part de remettre l'église au milieu du village et dans quelques semaines, parce que oui, Bryan Danielson va nous faire faux bon, il va continuer à tenter sa chance dans le milieu du MMA en préparant un second match en espérant le gagner. Paul Heyman va proposer une autre alternative à Bryan Danielson. Il lui dit écoute, c'est bien le MMA, c'est super, hein, t'es compétiteur, t'as envie de performer dans d'autres disciplines, mais laisse-moi aussi te donner des raisons de rester, parce que oui, après ce que tu as fait, après avoir fait taper Tyler Black sous ta soumission, ayant gagné un match où était impliqué Ric Flair, eh bien, selon moi, tu deviens légitime pour remplacer Chris Benoit lors de ce fameux triple threat. Et donc, Bryan Danielson a, selon les dires de Paul Heyman, un match de championnat du monde, ce qui fait forcément sourire Bryan Danielson qui ne peut qu'accepter. Samoa Joe va se ramener, et Samoa Joe ne va pas faire part de beaucoup d'amitié envers Bryan Danielson, il va simplement lui dire écoute, très bien, tu prends la place de Chris Benoit, pas de soucis, pas d'angoisse, aucun problème avec ça, ça m'empêchera pas de devenir champion du monde, seulement toi et moi on va avoir des intérêts communs, on sait que Ric Flair est pas seul, Tyler Black il n'interviendra plus, je pense que je lui ai réglé son compte une bonne fois pour toutes, et de toute façon il a Nick Nemeth dans les pattes, donc lui il va pas se mêler de notre business, mais il y a encore deux mecs, Claudio Castagnoli et Bobby Roode, les champions par équipe, qui eux peuvent éventuellement nous poser problème. Qu'est-ce que t'en dis si on fait équipe ce soir pour leur casser la gueule et les éloigner complètement, durablement de notre business pour ne pas souffrir d'intervention. Et Bryan Danielson va accepter la proposition de Samoa Joe. On retrouvera Bryan Danielson et Samoa Joe ce soir dans le main event face à Bobby Roode et Claudio Castagnoli, puisque c'est validé par Paul Heyman. Paul Heyman qui était très bon, pareil pour Bryan Danielson, Samoa Joe également. La storyline Gain the Hit, Young Wolves, Gentlemen, à 84 de rating, magnifique, part sur de très bonnes bases. Lisa Marie Varon, qui était, on le rappelle, impliquée avec EJ dans le Six Women Tag de la semaine dernière, elles vont s'affronter dans un match, une singles competition, match des 100 catch, pas beaucoup de hits. Lisa Marie Varon défait EJ en 8 minutes 14 avec le Black Widow. Voilà, performance de 36 pour EJ qui augmente, performance de 58 pour Lisa Marie Varon qui prend la victoire. Rena Mero, qui ensuite, après la coupure publicitaire, va se retrouver avec Scott Steiner et Rick Steiner, les Steiner Brothers, en plein centre du ring. Et les Scott Steiner et Rick Steiner, ils nous parlent de leur récent échec, du fait qu'ils n'aient pas beaucoup de temps de télévision, et avec ce qui s'est passé, notamment avec Kip et Becky James et New Age Outlaws, même s'ils n'ont pas beaucoup de considération pour eux, ils considèrent que eux aussi, comme les New Age Outlaws, Becky et Kip James, ils peuvent quelque part remettre en route la machine et retrouver du momentum. Bah ouais, parce que Kip James, Becky James, ils sont un peu perdus, mais ils ont réussi à retrouver du momentum. Pourquoi pas les Steiner Brothers en vue de reprendre leur place dans la division par équipe et pourquoi pas de devenir champion du monde, parce qu'ils ont déjà été champions et ils se verraient bien accrocher un deuxième ring à leur
palmarès. Et donc il challenge n'importe quelle équipe pour reprendre du momentum. Et cette équipe, eh bien ça va être les Tomaselli Brothers. Tomaselli Brothers qui se ramènent, Brandon et Vito. Match descend sur le papier, 10 minutes 52 de combat. On laisse quand même un match format TV et dans l'idée pas trop long pour garder une victoire impactante des Steiner Brothers sur les Tomaselli Brothers après la victoire de Scott Steiner sur Vito via Pitfall avec le Frankensteiner, performance de 77 pour Scott Steiner, 48 pour Rick Steiner qui est toujours un petit peu embêté par ses blessures, Vito est à 35 et 60 pour Brandon Tomaselli. Victoire des Steiner Brothers qui font une performance plutôt intéressante. Jetta et Rebecca Knox, qu'on retrouve backstage, elles sont en train de se foutre sur la gueule. Il y a la sécurité, membres du personnel qui sont en train de les séparer parce que ouais, c'est devenu perso. Jetta, elle est en train d'emmerder Rebecca Knox à un point pas possible. Et Paul Heyman, pour mettre fin à la zizanie, annonce que l'acte 2 entre Jetta et Rebecca Knox aura lieu, enfin plutôt l'acte 3 même, aura lieu la semaine prochaine. Voilà, 76 de rating, ça vaut ce que ça vaut. Kevin Steen qui affronte Cody Rhodes pour défendre sa ceinture, bien évidemment, de champion intercontinental. Cody Rhodes qui a battu Ted DiBiase Jr. la semaine dernière. Cody Rhodes qui donc a un match de championnat et Kevin Steen donne ce match de championnat à Cody Rhodes. 12 minutes 27 de combat, bonne nuit des 100 catch. Kevin Steen défait bien sûr Cody Rhodes en 12 minutes 27 via le package Speed Driver. Je sais, le micro-casque, je vais te recharger, laisse-moi je finisse ma séquence. Kevin Steen fait donc la 4ème défense du titre intercontinental. 76 de performance in-ring pour Kevin Steen, 47 pour Cody Rhodes. Rena Mero qui va interviewer Bryan Danielson et Samoa Joe au retour de pub, ils sont dans les backstage et Rena Mero veut savoir finalement leur plan, leur tactique. Et Samoa Joe, alors que Bryan Danielson allait commencer à parler, Samoa Joe coupe tout de suite Rena Mero en lui disant écoute, là on va cohabiter avec Bryan Danielson, on n'est pas copains, on n'a jamais été copains, je le respecte pour le compétiteur qui est dans le ring, mais on n'a jamais été copains. Moi ce qui m'intéresse c'est tout simplement d'éliminer la concurrence et d'être champion du monde. Bryan Danielson aujourd'hui il a besoin de moi, j'ai besoin de lui, on fait équipe, c'est tout, ça s'arrête là, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas d'entente. Après ce match, ça sera chacun pour son cul. Samoa Joe qui veut éliminer une concurrence, mais qui semble déjà avoir quelques distorsions avec Bryan Danielson. Bryan Danielson, il comprend pas trop. Renamero, de dire, bah, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein. Qu'est-ce que tu veux rajouter après ça? 84 de rating, Renamero qui a été très très bonne pour aller dans du script, tout comme Bryan Danielson et tout comme Samoa Joe. Voilà. Storyline, les Young Wolf et les Gentlemen avancent grâce à ce segment parce que Claudio Castagnoli et Bobby Roode sont mentionnés bien sûr. Ted DiBiase Jr. qui va se plaindre aux côtés de son père de sa défaite face à Cody Rhodes. Il dit que c'est pas juste, que Cody Rhodes l'a pas vraiment battu, qu'il a fait un coup de Trafalgar, qu'il a été déconcentré. Enfin bon bref, Ted DiBiase Jr. hilarant, un peu Calimero. Et ça va être coupé, hein, tout ça par un garçon qui a envie de catcher, qui a envie de prendre du momentum, c'est Katsushika Okada. Katsushika Okada qui a défait Chris Hero la semaine dernière et qui là va battre Ted DiBiase Jr. Bah, là, pas de suspense. 10 minutes 05 de combat, victoire via pinfall de Katsushika Okada. Voilà, 78 de rating, performance de 75 pardon, pour Katsushika Okada, 51 pour Ted DiBiase Jr. qui remange une défaite, ça va lui apprendre la vie. Gail Kim, avant le main event, qui fait un petit striptease, ça vaut ce que ça vaut, 45 parce qu'elle n'est pas très populaire. Et enfin, le main event qui nous fait un gros 79 de rating. Bryan Danielson et Samoa Joe qui font face au Gentleman's Match avec une fantastique huit, du grand catch. 13 minutes 06 de combat. Sur le papier, ça reste un match format TV. Un petit quart d'heure de combat compétitif qui va avoir la victoire des Gentlemen's. Et oui, après le tombé de Claudio Castagnoli sur Bryan Danielson et l'Alpamar Waterslide après la distraction de Ric Flair. Voilà, il y a eu quelques distorsions entre Bryan Danielson et Samoa Joe, et puis Ric Flair en a profité, et puis ça a permis aux Gentlemen de gagner ce match dans le combat par équipe où les titres n'étaient pas en jeu. Performance de 84 pour Samoa Joe, 80 pour Bryan Danielson, 66 pour Bobby Roode, pardon, et 74 pour Claudio Castagnoli. La storyline Young Wolf, Gentlemen avance avec ce segment. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça n'avance pas d'ailleurs avec la storyline Chris Benoit versus The Night War. Mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Peut-être qu'il y a eu un petit bug du jeu. 79 de rating, popularité qui est améliorée dans les 17 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'on a le beau profil de Johnny Canuck, qui est un catcheur canadien. Voilà, qui a un garçon qui a plus de 20 ans d'expérience dans le ring et qui apparemment a catché pour la Pacific Northwest Indie Scene. Écoutez, pourquoi pas. TV rating de 3.12. C'est très bien, on ira voir ça. Et puis apparemment, il y a un pay request de Jonathan Fatou. Après son frère, c'est Jonathan, 75%. Voilà, très bien. Je cherche même plus à
comprendre. Au niveau du show history, on a fait 3.12, beaucoup mieux que la semaine dernière. On fait 2 points, donc 3.12 et 2 344 000 viewers via la WB, certainement la Warner Bros. Ça reste plutôt intéressant puisque cette semaine, sur cet épisode, performance de 77, 76, 79 et à nouveau 79, c'est très solide. Nous sommes le 1er novembre 2009 et forcément, comme chaque début de mois, c'est le moment pour nous de faire un petit bilan sur le mois précédent, c'est-à-dire le mois d'octobre écoulé avec bien évidemment le bilan financier. On va aller le voir, faire un point sur la size, la hit des storylines et le prestige des titres au niveau des finances. Et bien vous le voyez, on fait 30 000 $ de performance, 30 000 $ de positif. C'est normal qu'on fasse un petit peu moins que le mois dernier puisque j'ai donné, je rappelle, quelques petites primes comme ça par-ci par-là à des workers qui faisaient la tronche. Alors 443 000 $ de tickets vendus par rapport au mois de septembre, c'est quand même au-dessus de ce qu'on a fait le mois dernier. Les TV revenus nous donnent exactement la même chose. Un peu plus de revenus sponsors ce mois-ci. La marchandise qui a augmenté, c'est très bien. Au niveau du coût de worker, là c'était un peu plus important ce mois-ci. C'est peut-être là où le bas blesse. Le coût des shows a un petit peu augmenté, le coût marketing est le même, le coût de marchandise forcément est plus important parce qu'on a beaucoup plus vendu, et le coût de production est le même. Et au niveau du MISC, on s'est fait un peu plus assassiner, et au niveau des taxes, un petit peu moins. Des fois, il n'y a pas grand chose à comprendre, vous savez comment ça fonctionne. Au niveau de la size, parlons-en, parlons bien. Alors, la track progress, on est passé, on a gagné 2 points quand même dans les Grands Lacs, c'est quand même intéressant de noter. On a gagné 1 point dans le Mid-Atlantique. On fait exactement la même chose dans le Mid-South et dans le Mid-West, pareil dans le New England, on a stabilisé aussi dans le North-West, on a stabilisé dans le South-East, on a stabilisé bien évidemment dans le South-West, on gagne un point dans la Tri-State, on stabilise à Porto Rico et on gagne un point à Hawaï. Ce qui est quand même assez intéressant de signaler. Au niveau de la hit des storylines, Chris Benoit face The Nature Boys, c'est 80. Made in UK, c'est 72. Samoa versus UK, c'est 13. En même temps, on a complètement délaissé cette storyline que j'aurais peut-être dû terminer. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas terminé. Peut-être que je vais me laisser une chance de revenir dessus, même si je crois pas que ça sert à grand chose. TNT Worldwide, on est à 84. Young Wolves versus Gentleman, on est à 79. Autant vous dire qu'au niveau des storylines, on est plutôt pas mal du tout. Au niveau des titres, le titre intercontinental est à 78 alors qu'il était, il me semble, à 85 au mois de septembre. Alors, pas bon. Le titre Women's est à 70. Et là, je crois qu'on a gagné un petit peu par rapport au mois de septembre. Voilà, 70 aussi. On stabilise par rapport au mois dernier. Le titre AEW est à 80. Voilà, ça fait 3 mois que c'est le cas d'ailleurs. Le titre par équipe est à 80 également. C'est le cas depuis 3 mois, il va peut-être falloir aussi qu'on pense à les faire défendre leur titre parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de défense de titre. C'est vrai qu'on défend beaucoup le titre intercontinental et les autres, pour l'instant, c'est un petit peu en retrait, mais rassurez-vous, on va mettre un petit peu les choses au clair le mois prochain. On est à 48 de prestige pour le titre TBS, il va falloir que je trouve une photo, et 75 pour le titre TNT qui n'a pas été défendu par Tyler Black alors que ça fait presque 2 mois qu'il est champion. Voilà. Il va falloir aussi qu'on essaie de remédier à ça, mais vous savez qu'il va affronter Nick Nemeth très prochainement. Le micro-casque est en train de se décharger, c'est forcément l'heure pour nous de terminer cette vidéo. Si elle vous a plu, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport ou de TEW. D'ici là, portez-vous bien, ciao bye bye, et à la prochaine.